Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo. 45 minutes pour faire le tour de l'actu politique et aussi parlementaire avec à mes côtés Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et cette semaine, dans l'actualité, c'est une victoire pour un ancien Premier ministre. L'amendement de Jean-Marc Ayrault a été adopté au Parlement. Baisse de la CSG pour les salaires les plus modestes. Très peu de députés dans l'hémicycle pour ce vote. Il faut dire que le gouvernement n'y était pas forcément favorable. Ce nouveau coup de canif dans la loi E20, après les sénateurs, les députés ont confirmé en commission leur volonté de distinguer publicité et information sur le vin. Au sein du gouvernement, la disposition crée un désaccord entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie. Et en fin d'émission, document exceptionnel, Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président, s'est confié à Frédéric Mitterrand pour LCP, une interview surprenante où l'ancien président essuie même quelques larmes en évoquant un poème de Baudelaire. Et nous accueillons Marielle de Sarnez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vice-présidente du MoDem et bras droit de François Bayrou. Il y a beaucoup d'actualités pour vous cette semaine, mais vous n'échapperez pas à la tradition des députés. Parle de vous, un petit portrait au micro de François Chevret. C'est une femme libre et qui a des idées bien arrêtées. Combative, engagée, volontaire. C'est une femme de conviction qui ne change pas de conviction tous les matins. Elle est très engagée au sein de sa famille politique, auprès de François Bayrou. Et je suis très heureux qu'on ait réussi à faire l'union en Ile-de-France avec elle, autour de Valérie Pécresse. J'ai du mal à en penser quelque chose, parce que à la fois elle a eu des positions par le passé qui étaient des positions d'ouverture, héritière des fondateurs du centre républicain. Et aujourd'hui, on la retrouve avec d'autres, Pécresse tirant cette joyeuse troupe. C'est quelqu'un de constant dans ses engagements, et dans ses engagements notamment auprès de M. Bayrou. Et elle a toujours été un appui très fort pour lui. Ils forment une équipe a priori indissoluble. Et je ne peux que saluer cela parce que la constance, c'est important en politique. Ce qui ressort, c'est son jugement très rapide et son autorité. Constante, engagée, libre, vous avez toujours revendiqué votre liberté. Alors vous partez en Ile-de-France alliée avec Valérie Pécresse. Ce choix ne vous rend pas un peu moins libre? C'est un choix de liberté que j'ai fait. Et c'est un choix pour la région que j'ai fait. Je pense qu'il faut vraiment du changement dans la région. Il faut que ça change. Écoutez, tous les franciliens qui prennent leur train, qui prennent leur RER tous les jours, tous ceux qui ont des problèmes d'emploi, tous ceux qui cherchent des stages dans la région, tous ceux qui ont des PME à développer, et je pourrais continuer la liste longue, je pense qu'on peut vraiment faire mieux, mais beaucoup mieux. Et je pense que Valérie Pécresse sera une bonne présidente de région si elle est élue. Et moi, je ferai tout pour qu'elle soit élue, parce que c'est quelqu'un de très bien. Dans ce portrait, on entend aussi équipe indissoluble avec François Bayrou. Il ne vous est jamais venu l'envie, l'idée d'aller voir ailleurs? Mais moi, si je travaille avec François Bayrou à ses côtés depuis longtemps, maintenant. Parce qu'il y a eu cette traversée du c'est désert. qu'au fond, oui, mais moi, je me retrouve dans l'engagement qui est le sien. Nous pensons à peu près la même chose. Alors après, on peut avoir des sensibilités différentes, on peut avoir, parce qu'on a des parcours qui ne sont évidemment pas les mêmes. Il vient plus de la famille centriste, moi, je viens plus de la famille, on va dire, giscardienne. Alors. Mais on croit tous les deux que oui, il faut un centre fort dans ce pays. On croit tous les deux qu'il faut changer des choses profondément. On a tous les deux, je crois, une forme d'éthique. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois la politique. Et au fond, faire équipe, être engagé dans un combat, être déterminé à changer les choses, croire en un idéal, je crois que c'est ce qui nous rassemble. Alors, on parlait des élections régionales. On va justement commencer par ces élections avec un petit tour d'horizon. Les dépôts des listes s'achevaient ce lundi. Le premier tour aura lieu le 6 décembre prochain. Tour de force et tour de région avec tout de suite Alix Plichon. Dans un peu moins d'un mois, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des régionales. Ce midi marquait la date limite de dépôt des candidatures. Et pour l'emporter, la droite et le centre ont fait le choix de l'union. Les Républicains sont tête de liste de 13 régions, tandis que la Normandie, le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté sont conduites par les centristes. Seul territoire où l'Union n'a pas pris, la Martinique, où chaque parti présentera ses propres candidats. En cas de victoire, 70% des places éligibles iront aux Républicains et 30% à l'UDI.
Du côté de la gauche, l'heure est à la désunion. Le parti radical de gauche reste un allié fragile pour le PS et quelques responsables écologistes ont quitté leur parti pour pouvoir figurer sur les listes socialistes. Mais le parti du gouvernement se trouve isolé. Pas question pour le parti de gauche ni pour le parti communiste de faire cause commune avec les socialistes. Mais les alliances entre écologistes, le parti de gauche et les communistes ne sont pas pour autant lisibles. Elles se font et se défont d'une région à l'autre. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, les trois partis présentent une seule liste commune, alors qu'en Bretagne, le Front de gauche et les écologistes s'affrontent. Des accords à géométrie variable qui risquent d'embrouiller les électeurs. Le FN, quant à lui, est en ordre de marche. Le parti a constitué des listes dans toutes les régions. Seuls 2 dissidents pour les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le maire d'Orange, Jacques Bompard, porte une liste d'union de droite, rassemblant quelques déçus du parti de Marine Le Pen. Le parti frontiste pourrait bien l'emporter dans 3 régions, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Un scrutin capital pour Marine Le Pen, qui souhaite en faire un tremplin pour ses ambitions nationales. Alors voilà pour ce tour d'horizon, mais l'actualité cette semaine, elle est venue du Premier ministre Manuel Valls qui prône une sorte de fusion des listes dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, si jamais le Front National devait gagner. Écoutez, le Premier ministre, il s'est exprimé au micro de Public Sénat. Il a fait une sorte de rectification. Le soir du premier tour, il ne faudra écarter aucune hypothèse et tout faire pour empêcher le Front National de gagner une région. Et nous verrons dans quelles conditions, en fonction du résultat. C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire, n'écarter aucune hypothèse. Et ceux qui écartent aujourd'hui une hypothèse mentent aux Français. Il faudra bien trouver, si cette situation se présente, il faudra bien trouver une solution le soir du premier tour. Moi, j'aime mon pays. Je ne veux pas que des régions tombent dans les mains de l'extrême droite. Ça ne serait pas bon pour les petites gens dans les régions. Ça serait très négatif, ça serait terrible pour l'image de la France. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, le plus haut possible au premier tour, rassembler la gauche pour le deuxième tour, tout faire pour que l'extrême droite ne prenne pas une région. Marielle de Sarnez, dans cette interview, on n'a pas écouté l'intégralité, mais Manuel Valls dit ça serait faire preuve de cynisme de dire que l'idée de la fusion, ce n'est pas possible. Écoutez, moi je crois depuis longtemps qu'il faut changer le modèle politique français. Mais je pense que là, il a tort dans la manière dont il fait les choses, et dans le tempo, et dans le calendrier, et dans la gestion des régionales qui est la sienne. C'est trop tôt pour vous de... Je pense qu'il faut, sur les grands dossiers, sur les grands sujets, comme ont été capables de faire les Allemands, je pense qu'il faut, et on parlera de la présidentielle, après la prochaine présidentielle, faire bouger des lignes et avoir des forces politiques qui restent ce qu'elles sont, hein, la droite républicaine, le centre, une gauche que j'espère la plus réformatrice et ouverte possible, qui sont en capacité, sur un certain nombre de grands objectifs, de se mettre d'accord. Ça, c'est une chose. La maison commune, dit Manuel Valls. Non, c'est pas une maison commune. C'est, au fond, on se dit, qu'est-ce qui serait bon pour le pays? Il faut que nous, classe politique, voilà, on arrête de dire systématiquement que les uns et les autres sont mauvais. Donc ça, je crois une chose. Mais la manière dont il dit les choses, c'est super politicien. C'est-à-dire, il est général en chef d'une armée, c'est l'armée des socialistes, qui se battent contre l'armée, on va dire, des UMP, des Républicains. Et il dit, écoutez, je voudrais vous dire, moi, général en chef de l'armée, je dis, il va falloir que vous alliez pactiser tous ensemble. Tout ça n'est pas crédible, tout ça n'est pas raisonnable, tout ça n'est pas sérieux. Il pense à quoi, Manuel Valls, derrière tout ça? J'en sais rien. Ah oui. J'en sais rien, je comptais sur vous pour m'éclairer, parce que j'arrive pas bien à comprendre. Alors après, il reste une question. Si les socialistes, et c'est grosso modo ce que les sondages donnent, arrivent largement distancés, hein, en 3e position ou plus loin encore, et qu'il y a un vrai risque dans la région Nord-Pas-de-Calais, bah, évidemment qu'il faudra appeler, et moi j'appellerai à leur responsabilité. Mais leur responsabilité, ça sera de se retirer. Sur le fond, et il n'a pas tort, ça me semble logique. Non, mais moi je vous dis ce que je pense. Écoutez, il est Premier ministre, il est chef de bataille, c'est très difficile. Je trouve, de faire de la politique de cette façon-là. C'est pas une façon de se démarquer pour la suite. Mais est-ce qu'il le fait pour dire aux socialistes, je vous demande pas de vous retirer, comme ça vous aurez quelques élus? Tout ça n'est pas sérieux, n'est pas raisonnable. Et c'est vrai que je pense que Marine Le Pen se frotte les mains. Et donc, à droite c'est pas mon envie. À droite, c'est le nini. Vous êtes... Pas pour moi. Ouais. Pas pour moi. Moi, c'est le centre. On a toujours été clair sur cette question avec François Bayrou. Ben oui. Ben écoutez, moi, je ferai valoir. Je ferai exactement valoir ce que je pense et ce que nous pensons. Et je pense et j'espère qu'on sera entendu. Écoutez, s'il y a une liste de droite qui est complètement distancée et qui se retrouve symétriquement dans la même position qu'une liste de gauche,
peut-être ça arrivera. C'est pas ce que donnent les sondages aujourd'hui. Bien sûr. Mais admettons que ce cas d'école existe. Il faudra faire la même chose. Il faudra faire un appel à la responsabilité des uns et des autres. Et donc vous n'appliquerez pas la formule qui a été appliquée par Nicolas Sarkozy, à savoir le ni-ni. Moi, j'aime pas trop ni cette socialiste, formule. ni J'aime compromission. pas trop cette formule du ni-ni. C'est quelque chose qui, moi, comme centriste, j'aime bien un centre affirmé. Et le ni-ni, ça me va pas. Alors, je vous ramène à l'actualité parlementaire à mardi, puisque la loi Evin a été à nouveau égratignée. Un amendement a été adopté en commission à l'Assemblée nationale pour assouplir l'interdiction de la publicité sur les alcools pour certains fabricants. La loi Evin est un frein à leur activité. La mesure adoptée divise. Le point avec Faustine de Saint-Geniès. C'est l'amendement de la discorde au sein du gouvernement. Son objet, assouplir la loi Evin sur l'alcool pour permettre la promotion des régions viticoles et du patrimoine français. Introduit et voté par les sénateurs dans le projet de loi santé en septembre dernier, cet amendement a été maintenu hier en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, aux grandes dames de la ministre Marisol Touraine. Je ne change pas de position, je trouve ça assez désastreux. Mais sa voix a bien du mal à porter. Elle est contredite par celle du ministre de l'économie qui brandit ce matin l'argument de l'emploi. C'est pas quelque chose qui contrevient aux objectifs de santé publique. C'est toujours pareil, il faut proportionner les choses. On défend la santé publique, la loi Evin a été une formidable avancée, il faut la protéger. Et après, simplement, il faut permettre à certaines régions et aux emplois qui vont avec en France de défendre leurs intérêts, de faire la promotion de ce qu'on appelle en effet le no-tourisme. Un nouveau désaccord au sein du gouvernement. François Hollande lui-même avait appelé à clarifier la loi Evin en juin dernier à Bordeaux. Mais il se garde bien de prendre parti entre ces deux ministres. Est-ce qu'aujourd'hui la loi Evin existe encore? Est-ce que ce qui a été voté, c'est la victoire des lobbies avec la bénédiction d'une partie des députés? Je trouve que c'est pas très sain là, ce qui est en train de se passer. En plus, j'ai vu les petites combines à l'Assemblée. On fait démissionner 2 parlementaires d'une commission pour en faire venir 2 autres qui, eux, sont favorables à détricoter la loi Evin. Enfin, tout ça, c'est de la toute petite politique. Écoutez, aujourd'hui, il y a de la publicité pour les terroirs et pour le vin. Ça va, respectons la loi Evin, parce que c'est quand même une question de santé publique qui est majeure. Là, c'est plus qu'un assouplissement, c'est presque la fin de la loi. Mais je suis contre ça. Je suis contre ça. Et je trouve que, de ce point de vue-là, les parlementaires, le gouvernement, j'arrive pas bien, là non plus, à suivre. Regardez, quand vous prenez tous les hebdomadaires français, combien de fois dans l'année, il y en a déjà qui font de la publicité sur le vin? Donc, qu'est-ce qu'il faut assouplir? Tout ceci, ça existe déjà. Ce qu'il faut, c'est renforcer l'explication auprès des jeunes en particulier. Et moi, je suis du côté de ce point de vue-là, de l'exigence en matière de santé comme le publique. disait Katia, c'est la victoire un peu des lobbies. Mais quand on voit qu'Emmanuel Macron dit lui-même qu'il n'y aura pas de dommages pour la santé... Peut-être qu'il ne connaît pas bien la loi Evin. Il faut qu'il la regarde de plus près. Ouais. Donc, certains députés, en votant ce genre de dispositions, sont irresponsables, vous diriez? Disons que ça n'est pas raisonnable. Ou alors peut-être ils font une espèce d'électoralisme. Mais il y a des moments où il faut être un petit peu courageux, savoir résister à ça. Ça peut encourager l'alcoolisme des jeunes, ce phénomène qui est souvent... Mais ce qu'il faut, c'est lutter contre ça. Ce phénomène d'alcoolisme des jeunes, il est terrible. Et moi, je préférerais que les parlementaires passent leur temps plutôt à regarder un certain nombre de mesures qui soient des mesures intelligentes en direction des jeunes, de prévention, plutôt que d'aller voter comme ça en catimini des mesures qui détricotent une loi. Tout ça n'est pas sérieux. Alors, on parlait d'Emmanuel Macron. Vous avez peut-être vu cette actualité cette semaine. Il y a la ville de Suresnes qui a décidé de payer ses fonctionnaires au mérite. Il n'en fallait pas plus. Donc, pour que le ministre de l'économie réagisse de façon même positive, parce qu'il est plutôt pour cette mesure, c'est une réforme qui est déjà en cours et qui suscite aussi quand même encore des polémiques. On voit ça avec Elisa Bartholomé. Faut-il changer le mode de rémunération des 5,6 millions de fonctionnaires? Pour 2 ministres du gouvernement, la réponse est oui. Moi, je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser. Il faut qu'il y ait un traitement, un régime indemnitaire, mais qu'il y ait une reconnaissance. Vous savez, dans cette société... Donc vous êtes favorable, oui, donc que les choses soient très claires. On paie les fonctionnaires en partie au mérite, vous y êtes favorable? Oui, je suis favorable à une condition, c'est qu'il y ait une discussion avec les organisations syndicales et que, y compris pour les travaux en équipe, on puisse avoir aussi cette prime ou cette forme d'avancement. Dès l'année prochaine, la ville de Suresnes, en banlieue parisienne, va mener une expérimentation en ce sens. Les 1300 fonctionnaires verront leur rémunération varier en fonction de la qualité de leur travail.
L'idée de généraliser cette expérimentation est fraîchement accueillie à gauche. On voit bien les difficultés qu'il y a à mesurer le mérite. Qu'est-ce que c'est le mérite? C'est le diplôme qu'on a eu, c'est l'heure à laquelle on part, mais ça, il y a des réglementations pour ça. C'est la motivation dans le travail, comment on mesure ça? Je pense que M. Macron devrait aller faire un stage chez les fonctionnaires qui ont des petits salaires pour voir comment ça se passe à l'interne. Ça serait sûrement très intéressant pour sa connaissance et son expérience. À droite, les prises de position des deux ministres font l'effet d'un cafouillage. Le problème que ça pose, c'est celui de cohérence du gouvernement. C'est-à-dire le ministre de l'économie qui intervient sur la fonction publique sans l'accord de la ministre de la fonction publique qui découvre ses déclarations en direct à la radio. Enfin bref, tout ça est assez invraisemblable et ça la relève de la capacité ou de l'autorité prétendue de M. Valls, là aussi. Quelle autorité pour un Premier ministre, hein? Un Premier ministre qui reste silencieux sur le sujet. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas l'intention de toucher au mode de rémunération des fonctionnaires. Alors cette prime au mérite, vous, de votre côté, ça existe. Ça existe, c'est bien. Ça existe déjà, on sait depuis toujours qu'il y a des primes pour les fonctionnaires. C'est d'ailleurs une des difficultés pour une future réforme des retraites, par exemple la retraite par points, où il faudrait intégrer dans les salaires les primes. Donc on sait bien que ça existe. Il y a un traitement individualisé, on va dire, des fonctionnaires. Si on peut l'améliorer, si on peut le perfectionner, moi je suis favorable à ça. Mais il faut que ce soit sur des objectifs, au fond, que les fonctionnaires eux-mêmes, qu'ils participent à définir ces objectifs. Il faut que les objectifs soient clairs, qu'ils soient bien identifiés. Qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on demande. Et en même temps, je n'ai pas envie de les pointer du doigt, c'est-à-dire sous-entendu, ah ben ils ne feraient pas bien leur job. Parce que, je veux dire, il y a des fonctionnaires qui gagnent très très peu et qui gagnent très très mal leur vie et pour qui c'est extrêmement difficile. Donc dans le privé aussi, hein, on peut être exigeant de la qualité du travail. Donc ne parler de ça que pour la fonction publique, c'est toujours. Vous avez vu, dès qu'on parle de la fonction publique ou des fonctionnaires et des salaires, c'est la tempête. Eh bien oui, mais moi je trouve que évidemment qu'il faut une part individualisée, c'est complètement normal et que les choses, il n'y ait pas que de l'automaticité, que chacun s'y retrouve. Mais d'ailleurs, c'est la même chose pour le privé que pour le public. Simplement, mettons-nous d'accord bien sur des critères qui soient objectifs et dans lesquels les fonctionnaires peuvent se retrouver. Oui, on a l'impression que la France, par sa situation, la situation de ses fonctionnaires, est une exception en Europe. Je pense qu'il faut peut-être regarder tout ça, assouplir, mettons de la souplesse. Dans tout ça, mettons de la vie, mettons de la souplesse. Ça, je pense qu'on peut y travailler et améliorer le système. C'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron avec sa fameuse loi Macron 1, la loi Macron 2. Oui, mais je suis pour. Si j'avais été députée, j'aurais voté sa loi, je vais vous dire. Mais regardez le pays. Vous parliez de la France à l'instant. On a mis 1 an. On a débattu 1 an au Sénat, à l'Assemblée, au Sénat, de la loi Macron. Résultat des courses, super. On peut ouvrir les magasins dimanche. Au lieu de 5 jours, 12 jours. Donc, 1 année pour ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant cette année-là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on a le droit de faire du transport par autocar sur les routes. 1 année pour ça. Pendant ce temps-là, Renzi, en Italie, il a réformé le marché du travail dans son année. Il a réformé le Code du travail. Il a réformé son Sénat, qui est évidemment, je pense pas... Fermons la parenthèse sur la question du Sénat. C'est ce que je disais. Donc en France, les réformes passent la France fait exception. Les réformes passent extrêmement doucement et on a en permanence une espèce d'abîme entre ce qui est annoncé et ce qui est fait à la fin. C'est-à-dire que la montagne accouche très très souvent d'une toute petite. Et peu importe les gouvernements. Et peu importe les gouvernements. Et moi, c'est ça que je veux changer parce que je veux qu'on soit utile, efficace pour les Français, qu'on puisse retrouver, au fond, un instrument de puissance politique au service des Français. Allez, on passe au mercredi 11 novembre. Le 11 novembre, c'est le jour des cérémonies, bien évidemment. Et François Hollande et Nicolas Sarkozy ont assisté ensemble aux commémorations de ce 11 novembre. Une poignée de main assez brève. Nicolas Sarkozy, qui pour la première fois avait accepté cette année l'invitation protocolaire à la cérémonie. Un moment, on va dire, d'unité nationale. Marielle de Sarnez, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Alors, il y a 2 choses dans ça, rapidement. 1, c'est absolument normal qu'il y ait une continuité de l'État. Et je trouve que d'ailleurs, ça devrait se faire davantage et peut-être pour d'autres occasions aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit bien que l'un et l'autre, ça leur va très très bien d'être ensemble, quoi. Hollande vote Sarkozy, Sarkozy vote Hollande. Et que tous les deux, ils se disent, l'un
m'arrange, l'autre m'arrange. Paix fragile, si Ce je puis dire. tandem-là, Ouais. ça les arrange. Et en même temps, il y a quelque chose chez eux dans ce couple. Ben, ils veulent chacun, enfin Sarkozy veut prendre sa revanche sur Hollande, et Hollande veut retrouver Sarkozy à la prochaine élection présidentielle. Moi, c'est exactement le scénario dont j'ai pas envie. Donc c'est exactement le scénario que je voudrais changer. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule, parce que je pense qu'il y a des millions de Français, qui n'ont pas envie de ce même scénario-là, qui n'ont pas envie de refaire l'élection de la dernière fois avec le tandem Sarkozy-Hollande. Je vais vous proposer un sondage Sud Radio et IFOP qui est paru ce vendredi. Si François Bayrou se présente et Nicolas Sarkozy aussi, le Front National est assez loin devant, quand même, il faut le dire. Donc, dans ce cas de figure, la droite pourrait peut-être éventuellement vous accuser d'être les responsables de la montée du Front National. Vous savez, la question de la montée du Front National, c'est une question très importante. Je pense qu'on a tous à y répondre, absolument tous. Et qu'il va falloir que la classe politique décide un jour peut-être des changements qu'elle doit opérer pour essayer de répondre. Je parlais tout à l'heure de renouer avec une efficacité publique, que ça serve à quelque chose, que nos parlements, que nos débats démocratiques soient utiles tout à l'heure, vous parliez au de pays prise de et aux responsabilité. Français. Et la prise de responsabilité que moi je voudrais pour la prochaine élection présidentielle, c'est qu'elle soit utile au pays, qu'elle soit utile au pays. C'est-à-dire qu'on change la donne, c'est-à-dire qu'on change le logiciel, qu'on remplace pas simplement X par Y ou Y par X, qu'on change la manière de gouverner le pays. Que ce soit Alain Juppé ou c'est Nicolas pourquoi je Sarkozy, c'est considère pareil. qu'Alain Juppé est un bon candidat de ce point de vue-là. Parce qu'Alain Juppé est un candidat qui, on le voit bien, c'est pas un candidat partisan, parce qu'il y en a, je veux dire, que le président de la République se comporte comme chef de parti, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, tout ça, c'est pas l'esprit de la 5e et c'est pas bon pour le pays. Donc oui, il faut des présidents de la République qui soient rassembleurs. Oui, il faut des présidents de la République qui apaisent et qui en même temps une vision, qui sachent où aller et qui soient en capacité de faire bouger les lignes, en capacité de rassembler, de faire bouger cette classe politique qui est d'un conservatisme absolument effrayant. Je pense qu'Alain Juppé a ces qualités-là. Et en tous les cas, c'est son positionnement politique. Après, la question, c'est la question des primaires. Est-ce que c'est lui qui sortira des primaires? Bon, entre parenthèses, moi, je suis pas très favorable au système des primaires. Oui. Je trouve que c'est absolument contraire aux institutions de la 5e, qui a 2 tours, et que ces 2 tours, au fond, ça faisait office pour choisir au premier tour le bon candidat. Donc j'espère qu'il sortira en tête des primaires. Si ça n'était pas le cas, eh bien, nous l'avons toujours dit avec François Bayrou, nous prendrions nos responsabilités. Alors, je voudrais vous parler d'une autre personnalité, Laurent Fabius, puisque cette semaine, la presse allemande a révélé que le ministre français des Affaires étrangères avait été espionné par le renseignement extérieur allemand, tollé au sein de la diplomatie française. Mais pourtant, chez les initiés, c'est bien que tout le monde espionne tout le monde. La France, sans doute, espionne aussi l'Allemagne. Pourquoi autant de réactions indignées ? Écoutez, franchement, moi, je suis indignée. Vous êtes indignée ? Non, mais pas seulement là. Angela Merkel, elle était elle-même écoutée par les Américains il y a quelques mois. Bref, on a le sentiment que les grandes oreilles... Oui, d'accord, mais tout le monde écoute tout le monde, c'est pas nouveau. Eh bien, c'est pas une raison pour s'en satisfaire. Il y a plein de choses comme ça dans la vie qui sont d'évidence, dont je ne me satisfais pas et contre lesquelles j'ai envie de lutter. Il y a un minimum quand même d'éthique dans tout ça. Quand on voit des opérateurs téléphoniques qui doivent être, à mon avis, qui doivent marcher dans toutes ces combines-là, eh ben, ça ne marche pas. Il faut des vraies démocraties parlementaires, il faut des contrôles sur les services secrets et sur les services défense, comme ça se fait dans les grandes démocraties, et il faut que ce genre de choses soient interdites, prohibées, impossibles. Il faut arrêter avec tout ça. Et en plus, au passage, en général, c'est révélé par des lanceurs d'alerte qui font bien, honnêtement, là, qui sont dans leur responsabilité et qui sont dans leur mission. Mais on en a ras-le-bol de voir des scandales après scandales, mois après mois, des grands cris, là vous avez raison, et puis derrière, rien ne change. C'est-à-dire, rien ne se passe. Ça continue exactement comme avant. Enfin, tout ça ne va pas. Alors jeudi, un ancien Premier ministre fait parler de lui. On retourne à l'actualité parlementaire. L'amendement visait à fusionner une partie de la prime d'activité avec la CSG des foyers les plus modestes. Il a été présenté par Jean-Marc Ayrault et voté dans un hémicycle quasi désert, 56 députés présents. La disposition est présentée comme un premier pas vers une fusion entre impôt sur le revenu et CSG. Compte rendu de séance avec François Goulin. Pour 35, contre 21. L'Assemblée nationale a adopté. Pari gagné pour Jean-Marc Ayrault. Son amendement vient d'être approuvé par les députés.
Il prévoit une baisse de la CSG pour les salaires, compris entre 1 et 1,3 SMIC. Là, il s'agit d'aller plus loin dans le sens de la baisse des impôts. C'est une mesure claire, simple et qui se verra sur la feuille de paye au 1er janvier 2017. Nous avons calculé que ça pouvait représenter une augmentation de pouvoir d'achat mensuel pour les salariés payés au SMIC autour de 100 €. Je dis bien 100 €, ce n'est pas rien. La mesure, assez populaire à gauche, a séduit jusque sur les bancs des frondeurs, même si des députés socialistes ont émis quelques doutes. Je n'ai trouvé aucun élément favorable aux salariés. Il n'y aura pas 1 € de revenu disponible de plus. Il y aura par contre un revenu fiscal de référence qui peut augmenter de 4,35 à 5%, qui l'année suivante pourrait conduire à des baisses d'avantages fiscaux ou des baisses d'avantages sociaux. À droite, l'UDI comme les Républicains s'opposent à ce texte, vu par l'opposition comme une hausse d'impôts déguisée. Les classes moyennes qui ont déjà très chèrement payé votre politique fiscale vont encore plus payer. Il faut bien que les gens comprennent qu'effectivement, si vous diminuez les impôts d'un côté, sachant que les dépenses du gouvernement ne vont pas en diminuant de façon extrêmement importante, c'est bien les classes moyennes, celles qui font la richesse de notre pays, celles qui payent tout le temps, qui vont encore plus payer vos propositions et vos propositions de bricolage. Le gouvernement, qui avait refusé de soutenir l'amendement, n'a donc pas été suivi. Après une après-midi de débat, le texte ne fait plus mention de l'impôt citoyen, la fameuse fusion impôt sur le revenu CSG, qui figurait à l'origine dans l'amendement. Alors on parle beaucoup de fusion ces derniers temps, si je puis dire. Est-ce que celle-ci, selon vous, va réussir à voter avec 56 députés C'est terrible. Vous voyez un peu l'état de notre démocratie parlementaire? Tout ça n'est pas raisonnable. D'ailleurs, on a déjà, entre parenthèses, je vous ai parenthèse, je la referme très vite, qu'on ait enfin des parlements un jour qui ressemblent au pays, c'est-à-dire qui représentent l'ensemble des courants politiques du pays, y compris d'ailleurs ceux qu'on combat, comme le Front National. On voit bien que tout ça, cette démocratie parlementaire, c'est l'histoire de la proportionnelle, on en est pas là. Oui, bien Elle est sûr. enterrée, Elle ne fonctionne pas. Vous savez qu'on est quand même le seul pays de l'Europe continentale à avoir le mode de scrutin que nous avons, et le seul pays à ne pas réformer. Je referme cette parenthèse. Sur le fond, est-ce que cette sur la mesure peut aller CSG, loin? cette mesure n'est pas bonne. Ce qui a été voté hier n'est pas bon. Par ailleurs, c'est une usine à gaz. D'ailleurs, le vice-président de la Commission des Finances ne dit pas autre chose. Hérault dit ça va rapporter 100 € chaque mois. Ah, oui, intéressant. Et le vice-président de la Commission des Finances dit pas du tout, parce que comme on va supprimer la prime d'activité, ça rapportera rien du tout. Moi, je crois que la CSG est un bon impôt, que c'est un impôt universel. Je suis d'ailleurs pour l'impôt universel. Je considère que l'impôt sur le revenu doit être payé par tout le monde, même d'une façon très petite, même d'une façon symbolique, et que sortir en permanence des Français de l'impôt et là de la CSG en quelque sorte, c'est faire peser l'ensemble au fond des recettes nécessaires au fonctionnement de l'État sur toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours les classes moyennes. Donc la CSG, c'est un bon impôt universel, il ne faut pas y toucher. Vous pensez que le Conseil constitutionnel va retoquer la mesure? Oui, je le crois. Parce que vous pensez que c'est une mesure d'inégalité fiscale? Je pense que c'est une mesure d'inégalité fiscale, je pense que c'est une mesure qui est bricolée pour des raisons que j'ignore. Est-ce que c'est un cadeau à la gauche de la gauche avant les régionales? Oui, probablement. Est-ce que Jean-Marc Ayrault, tout d'un coup, veut, je ne sais pas, se positionner pour quelque chose? Il y a quelque chose d'étrange dans tout ça. Mais arrêtons de jouer avec la fiscalité. La fiscalité, les impôts, les Français en ont soupé, ils en ont ras-le-bol. Ils ne croient plus les promesses. Quand on leur dit vous allez avoir 100 € de plus par mois, ça n'est pas vrai. C'est simplement faux. Et donc tout ça ne va pas. Les choses qui marchent, la CSG, c'est un impôt qui marche. Gardons-le comme il est, et puis réfléchissons à rendre l'impôt sur le revenu universel dans une vraie réforme fiscale. Alors, on va passer au Sénat cette fois. On a parlé beaucoup du problème des migrants cette semaine et depuis de nombreuses semaines. Vous savez qu'en France, la ville de Calais est une forme de symbole de ce problème. Au Sénat, le ministre de l'Intérieur a tenu à réaffirmer le rôle de l'État et s'en prend à ceux qui caricaturent. Écoutez cet échange aux questions d'actualité entre le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la sénatrice Esther Benbassa. En visite au CRA de Paris-Vincennes, j'ai rencontré des gens perdus, exténués, humiliés, n'ayant rien à faire là, arrêtés dans les gares parisiennes pour empêcher leur départ vers Calais. Monsieur le ministre, quand sera-t-il mis fin à une manipulation attentatoire à la dignité des personnes et ternissant l'image de la France? Votre préoccupation, Madame Benbassa, c'est comme celle d'autres d'ailleurs, qui sont plutôt de ce côté de cet hémicycle. Non, rassurez-vous, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui sont en haut et à l'extrême droite et de ceux qui parfois leur emboîtent le pas. C'est d'instrumentaliser
d'instrumentaliser la question migratoire, à des fins politiques, plutôt que de dire la vérité sur ce que nous faisons, tout simplement parce que ce pays est la France, et qu'en France, on réserve les meilleures conditions d'asile à ceux qui ont le droit à l'asile en France. J'aurais aimé vous entendre dire cela, mais pour cela, il aurait fallu que vous convoquiez dans votre question la vérité. On était loin de la vérité. Alors, Marielle de Sarnez, vous connaissez bien la situation et notamment aussi dans cette jungle de Calais. Est-ce que pour vous, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, est l'homme de la situation? Je trouve que c'est plutôt un bon ministre de l'Intérieur. Il a été avant ministre en charge des affaires européennes et j'ai de l'estime pour lui. Cette question des réfugiés et de la migration est une question extrêmement lourde et il convient vraiment qu'il n'y ait pas de récupération de politique politicienne, il convient de ne pas instrumentaliser tout ça. Ce sont des questions lourdes qui seront devant nous pour très longtemps. Il reconnaît quand même que la situation est totalement bloquée à Calais. Oui, mais je vais venir. Je veux simplement dire, cette question, elle est très lourde et pour longtemps. Et il n'y a pas un politique, les politiques qui vous disent, moi j'arrive, je règle la question, il n'y a plus de flux migratoires, il n'y a plus de flux de réfugiés, vous racontent des histoires, ce sont des menteurs. Vous aurez beau construire tous les murs du monde, la question des migrations et des réfugiés persistera. Donc il faut qu'on change de politique sur tout ça. Sur Calais, il y a eu des accords passés, les fameux accords du Touquet. Qu'est-ce qu'ils disent, ces accords du Touquet? Ils disent, nous, la Grande-Bretagne, grosso modo, nous actons et nous demandons à la France de gérer nos flux migratoires. Tout ça ne va pas. Tout ça n'est pas, je veux dire, il faut qu'on change là aussi le logiciel. La Grande-Bretagne, elle doit gérer ces demandeurs d'asile-là. Elle refuse. Elle doit les voir. Oui, mais pardon, mais qu'elle refuse. Il faut faire un bras de fer avec eux. Il faut arriver à trouver une solution. Tous ceux qui sont à Calais, c'est pour rejoindre des familles qui sont en Grande-Bretagne, c'est pas pour rester en France. La Grande-Bretagne ne peut pas considérer, mais je reconnais que c'est les accords du Touquet de 2003. Alors il faut peut-être les repenser. Il faut qu'on gère la... Cameron s'appuie sur... oui, très bien. Alors dénonçons-les. Il faut qu'on repense tout cela. Ils sont 5 000, 6 000. Eh bien écoutez, que la Grande-Bretagne, que les Anglais essayent de regarder dossier par dossier. Le mieux d'ailleurs, c'est de regarder les dossiers de demande de visa avant que les gens soient sur le territoire européen, pardonnez-moi, mais c'est de faire les choses dans les pays de départ quand on le peut. Là, je ne parle pas des réfugiés de la Syrie, où évidemment c'est impossible, mais dans les pays de départ quand on le peut. De donner ou pas un droit de venir et une présomption d'asile ou pas, et de reconduire ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile. Et tout ça, c'est aussi aux Anglais de le faire. Ce n'est pas à la France de gérer toute seule la demande migratoire et le flux migratoire vers la Grande-Bretagne. Et quand Bernard Cazeneuve, ceci n'empêche pas d'avoir des conditions décentes à Calais. Et je dois dire que la France, République française, quand on voit cette jungle de Calais, tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on en fait de cette jungle? On la garde telle qu'elle, il faut la démanteler. On parle avec la Grande-Bretagne. On règle le problème un par un. Ce n'est pas en les mettant dans des avions ou dans des centres de rétention quelques jours, relâchés ensuite par la justice, revenant ensuite à Calais, qu'on réglera Donc il faut un la bras de fer question. Parce que oui, inflexible. Négocions, ouvrons des négociations. Ils ne sont pas dans l'espace de Schengen, très bien, mais ce n'est pas à la France de gérer la pression migratoire sur la Grande-Bretagne. Je vous présente Jim Jarassé, notre partenaire du SCAN. Bonjour. On en vient à la loupe du SCAN. Jim, c'est à vous. On va parler de l'émission de François Bayrou qui était hier sur le plateau de Des Paroles et des Actes sur France 2. Alors, il a répété qu'il ne voulait pas d'une présidentielle opposant à nouveau François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, qu'il était prêt à faire face à ces impasses, ce sont ses mots, et à donc peut-être se présenter en 2017. Est-ce qu'un responsable politique qui a été candidat 3 fois déjà à la présidentielle peut incarner une candidature de renouveau, peut incarner une candidature d'alternative, selon vous, Marielle de Sarnez? On peut reprendre la question peut-être au début. Ça ne vous échappe pas que nous sommes prêts, et François Bayrou le premier, à soutenir Alain Juppé. Vous avez saisi ça. Que c'est d'ailleurs, je le note au passage, rare qu'un homme politique de premier plan, parce que François Bayrou a quand même au fond la confiance de beaucoup de Français aujourd'hui, qu'un homme politique de premier plan dise qu'il est prêt à soutenir un autre homme politique. Moi, je ne connais pas d'autres exemples dans la vie politique française. C'est vrai. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et pourquoi il est prêt à soutenir Alain Juppé? Pour ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, on a besoin de changer la donne politique dans ce pays. Et donc on a besoin d'avoir un président rassembleur, un président qui apaise, qui porte une vision, qui soit à même de conduire le pays et de conduire au fond les changements nécessaires pour que les Français vivent mieux.
Bah oui. C'est bien qu'il y ait des nouvelles têtes. Emmanuel Macron, il existe et c'est bien. La Juppé, c'est pas une nouvelle tête. Oui, mais justement, peut-être quelquefois, on a besoin et de nouvelles têtes et d'expérience. Et la garantie, qu'est-ce qui fait qu'Alain Juppé est plébiscité aujourd'hui dans les sondages? C'est bien sûr les qualités personnelles qui sont les siennes, mais c'est aussi justement son âge, paradoxalement. Hein. Les gens se disent, il a de l'expérience, il sera sage, et il sera peut-être pas là pour lui, et plus là pour nous. Et c'est peut-être dû aussi au rejet. Tout ça, c'est intéressant, je trouve. C'est peut-être dû aussi au rejet de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande. Bien sûr, vous voyez bien que Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui, ce sont les deux personnalités qui sont le plus, on va dire, le moins apprécié des Français dans les sondages, pour autant qu'on puisse mesurer ça. Après, ils ont des raisons différentes. Sarkozy a un noyau dur, peut-être François Hollande a un petit noyau, je ne sais pas s'il sera dur ou pas. L'un, c'est peut-être pour sa politique, l'autre, c'est peut-être pour sa personnalité. On peut ensuite continuer longtemps. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas candidats l'un et l'autre. Donc ça va être ça toute la question de l'année qui va s'ouvrir et qui va venir devant nous. Mais au-delà de la question des primaires, on y reviendra dessus, je pense que c'est très important. Moi, j'ai vraiment... Tout mon engagement dans les mois qui vont venir, ça sera de faire en sorte que la présidentielle prochaine soit vraiment utile, que ça ne soit pas un mandat de plus à blanc, que ça ne soit pas un mandat de plus où on est à chaque fois réglé aucun des problèmes des Français. Moi, j'ai ras-le-bol de ça. Ça fait 30 années que ça dure et j'ai envie de changer ça. Alors, parlons un peu des élections régionales. Le MoDem a choisi la stratégie d'alliance, on l'a dit, avec les Républicains. Ça n'a pas l'air d'être facile partout, cela dit. On l'a vu en Auvergne-Rhône-Alpes, le MoDem s'est divisé un peu sur son soutien à Laurent Wauquiez. Non. Notre chef de file, Patrick Mignola, s'est allié avec Laurent Wauquiez. Ah ben, c'était pas évident du tout, parce que Laurent Wauquiez, a priori, sur ses positions, par exemple, européennes, il y a eu des interrogations. Il a donné... C'est pas une alliance contre nature ? Ah mais écoutez, si vous rassemblez qu'avec des gens qui sont exactement les mêmes, qui pensent exactement la même chose que vous, vous n'avez pas forcément de capacité de rassemblement large. Il faut des rassemblements larges. Il en faudra pour le pays après la présidentielle et il en faut aux élections régionales. Alors ce rassemblement large, vous en faites partie en Ile-de-France puisque vous êtes candidate sur les listes. Non, je suis en dernière position sur la liste, comme on dit, pour pousser la liste et témoigner de mon soutien, mais je ne suis pas candidate à être conseillère régionale. C'est ça que je voulais rectifier. Pas en position éligible. Voilà, exactement. Le PS a dénoncé cette semaine la présence de plusieurs proches de la Manif pour tous sur les listes de Valérie Pécresse. 8 candidats sont notamment issus de Sens commun. C'est le mouvement anti-mariage qui est associé à l'UMP. Est-ce que ça vous pose problème? Pas du tout. C'est pas ma sensibilité, mais ça ne me pose aucun problème. Il faudrait mettre sur une liste que des gens qui pensent tous pareil, qui ont la même tête, qui ont le même physique, qui ont le même ADN. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, il y a dans cette manière de penser la politique de la part des socialismes, alors je vois bien, c'est les campagnes, mais les campagnes, ça ne permet pas tout. C'est une espèce de sectarisme, de préjugés comme ça, de ce que sont les uns les autres. C'est un délit de pensée comme ça, qu'on accole aux uns aux autres. Mais tout ça, ça ne va pas. Je pense qu'ils perdent leur nerf de ce point de vue-là, que ça n'est pas raisonnable de faire ce type de procès. Je trouve que Valérie Pécresse, c'est une très bonne candidate. Elle est légitime pour la région, et pas seulement d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'elle parcourt cette région. Elle aime cette région. Je pense qu'elle sera une très bonne présidente de région parce qu'elle a montré dans cette campagne, et elle montre dans cette campagne, une capacité à rassembler, une capacité à ouvrir largement. Mais justement, et pour moi, la présidente de région, ça doit être quelqu'un qui s'adresse aussi à l'ensemble des Franciliens. Est-ce qu'elle doit rassembler jusqu'à Nicolas Dupont-Aignan? On sait qu'il pourrait peut-être atteindre la barre symbolique des 10% qui lui permettrait d'être candidat. Je crois qu'il ne l'atteindra pas. Je crois que les Franciliens verront bien qu'il y a un vote utile, au fond, au premier tour, et un bulletin qui est celui du vote utile si on veut le changement dans la région. Et pour moi, il faut un changement pour la vie quotidienne des Franciliens dans la région, c'est le bulletin de Valérie Pécresse. Si jamais il l'atteint, est-ce que les listes de Valérie Pécresse... Je viens de vous répondre. Le vote utile pour moi... Non, mais c'est une hypothèse que je ne retiens pas. Je pense que les Franciliens ne se tromperont pas. Ils ont, pour tous ceux qui veulent que ça change, que ça bouge, qu'on trouve des stages pour ces enfants et pour ces mômes, qu'on trouve de l'emploi, que la région soit au service des PME, qu'on soit mieux transporté et pas transporté comme on l'est aujourd'hui, et je pourrais continuer la liste longuement, il y a un vote utile, c'est Valérie Pécresse. Donc campagne au centre et pas à droite. Campagne au centre, campagne à droite, campagne au-dessus de la gauche, campagne à ceux qui ne se reconnaissent pas dans le sectarisme du candidat de la gauche.
oui, c'est ça la campagne qu'il faut mener dans les semaines qui viennent, une campagne pour les Franciliens. Merci beaucoup. Merci Jim Jarassé, et on vous retrouve la semaine prochaine. Et nous, on va prendre tout de suite un peu de recul, si vous le voulez bien, loin de la politique immédiate, avec les souvenirs très émus d'un ancien président de la République que vous connaissez bien. Valéry Giscard d'Estaing s'est livré à Frédéric Mitterrand sur la vie politique, sur son propre destin, une conversation inédite diffusée sur notre antenne. Extrait. Est-ce qu'au fond vous vous sentez bien dans cette société française d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous intéresse? Réponse, non. Non. La société française qui m'intéressait, je la vois disparaître. Et je la vois vraiment disparaître comme dans un spectacle, comme dans un film, quand on voit quelque chose. C'était une société plus organisée, plus courageuse, en acceptant son long passé historique, à l'aise avec son passé historique, considérant qu'il doit y avoir des efforts, que rien ne peut se faire sans efforts, écartant l'obsession des vacances et de l'information à tout prix. Donc non, je ne suis pas heureux dans cette société, je préfère la société de juste avant. Il y a un très beau poème que vous connaissez, c'est Baudelaire. Pourquoi est-ce qu'il est là, dans votre esprit? Parce qu'il a toujours été. Je l'ai entendu pour la première fois, je crois qu'un de mes oncles, le frère de mon père, dans une circonstance quelconque, le lisait ou le citait. Ça m'a tellement marqué que je m'en suis toujours souvenu. Ce qui est beau, c'est la fin. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bosquets et les violons vibrant derrière les collines avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Vous êtes vous aussi très ému. Qu'est-ce qui vous reste de cette époque-là, de cet engagement? Moi, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je suis émue parce que on sent dans la manière dont il parle et dans son émotion, là, dans ces quelques mots de Baudelaire, au fond du temps qui a été le sien, d'un temps qui est derrière. Qui est plus le nôtre. Et il aurait aimé, je pense, que ça ne change jamais, que ça reste comme ça. Il a été très jeune président de la République française. On a du mal à envisager ce que ça a été à l'époque. Moi, je dis toujours, c'était comme la transformation, le passage de la télé en noir et blanc à la télé en couleur. Hein. C'était vraiment le passage de deux mondes. Et on sent chez lui cette nostalgie de ce moment-là, qui a été un moment de modernisation de la France formidable, auquel il faudra rendre justice un jour. Je trouve qu'on lui doit beaucoup. Merci, ce sera donc le mot de la fin. Et on vous invite à voir ce reportage, ce documentaire diffusé le 23 et 30 novembre sur notre antenne. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.